Bonjour à tous, je suis Marie-Christine Mahler, cardiologue spécialisée en échographie. Je travaille à l'Institut Cœur et Santé à Paris. Et j'ai la chance et le plaisir d'accueillir Claire Bouletti, qui est cardiologue à Bichat. Et nous avons hier participé toutes les deux à une session qui s'intéressait aux pathologies cardiaques chez la femme enceinte. Alors vous savez qu'il y a eu des recommandations en 2011. Et tout récemment, à l'Européen de cette année, enfin de l'année dernière plutôt, eh bien, nous avons de nouvelles recommandations et c'est un petit peu là-dessus que j'aimerais t'interroger. Qu'est-ce qu'il y a eu de particulièrement important qui a pu changer dans les dernières recommandations? Bonjour Marie-Christine, merci. Alors, il y a eu en effet un certain nombre de modifications dans les nouvelles recommandations 2018 de l'ESC. La principale, on va dire, la centrale, c'est la mise en avant de la classification de l'OMS modifiée, qui est une classification du risque maternel en 4 classes et 5 catégories, parce qu'il y a une classe 2-3 pour le risque intermédiaire, avec donc des catégories de risque croissant, de risque maternel croissant. Cette classification OMS modifiée, elle est simple d'utilisation. Elle est vraiment utilisable par tous. Elle précise les modalités de suivi qui sont nécessaires, l'expertise du centre dans lequel il faut référer les patients. Et donc, c'est vraiment une prise en charge pratique au quotidien qui est permise par cette classification OMS modifiée, sachant qu'elle est résumée donc, dans les guidelines ESC sous forme d'un tableau très bien décrit. Donc on peut dire qu'on peut encourager les cardiologues qui voient des patientes qui viennent consulter avec un désir de grossesse, déjà de faire une préévaluation du risque en fonction de la pathologie qu'elles ont et de situer un petit peu le risque qu'elles peuvent avoir et leur expliquer, les éduquer par rapport au risque potentiel qu'elles peuvent avoir. Tout à fait. En fait, c'est même maintenant une classe 1 des recommandations ESC, donc le plus fort niveau de classe. Et c'est l'une des modifications par rapport aux recommandations de 2011 où la classification a été citée, mais pas autant mise en avant. Il y a un certain nombre d'autres modifications, de passages de recommandations en classe 1. L'une d'entre elles concerne les valvulopathies rhumatismales, chères à l'hôpital Bichat, avec donc les sténoses mitrales. Les patientes qui ont une sténose mitrale serrée, avec une surface de moins de 1 cm², doivent bénéficier avant leur grossesse d'une intervention, qui sera en première intention, bien sûr, une commissurotomie mitrale percutanée. Alors ça, c'est les valvulopathies rhumatismales. On en a plus beaucoup des novos, je dirais. Il y a des femmes qui ont des problèmes valvulaires rhumatismaux anciens, mais ça, ce n'est pas le cas des grossesses. Donc on va peut-être insister sur les femmes qui veulent avoir un enfant et qui sont porteuses de prothèses mécaniques et qui sont aux AVK au long cours. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette prise en charge au cours de la grossesse? Déjà, juste, moi, on m'a toujours dit que les AVK, c'était tératogène et qu'il ne fallait pas les utiliser au premier trimestre. Alors, est-ce que c'est toujours vrai ou pas? Alors, non, mais il faut moduler. Donc, il existe en effet un risque d'embryopathie qui est lié à l'utilisation des AVK durant le premier trimestre. Cependant, ce risque d'embryopathie, il est d'une certaine façon contrebalancé par une diminution du risque thromboembolique maternel qui est drastique avec les AVK par rapport à l'utilisation des héparines, que ce soit des héparines non fractionnées ou des héparines de bas poids moléculaire. Donc quand on a une patiente qui a une valve mécanique et qui conduit une grossesse, on rappelle quand même que quand on pose une valve mécanique, on dit classiquement à la patiente que c'est une contre-indication pour une grossesse future. Donc c'est quand même, on est déjà dans un cas assez particulier. L'éducation des patientes qui est essentielle. Et donc, on va distinguer deux cas de figure. C'est selon le dosage des AVK. Si on a besoin d'une dose faible pour obtenir l'INR en zone cible, une dose faible étant définie par une dose de coumadine inférieure à 5 mg ou une dose de Syntron inférieure à 2 mg, dans ces cas-là, les AVK sont conseillés pour toute la grossesse, y compris au premier trimestre. Donc au deuxième et troisième trimestre, c'est très clair, c'est une classe 1. Donc AVK deuxième et troisième trimestre, jusqu'à 36 semaines, où on fait là un relais par héparine, de bas poids moléculaire ou non fractionné. Et 36 heures avant l'accouchement programmé, on fait un relais par héparine non fractionnée en intraveineux. En vue donc de l'accouchement, on arrête cette héparine en intraveineux dans les 4-6 heures avant l'accouchement et on la reprend en l'absence de complications hémorragiques dans les 4-6 heures après l'accouchement. Et donc,
chez les patientes qui ont des AVK à faible dose, le risque d'embryopathie, il est beaucoup plus faible, raison pour laquelle, à l'heure actuelle, dans les recommandations de l'ESC, il est recommandé d'utiliser les AVK en première intention. Attention, c'est une classe 2A, c'est pas une classe 1, c'est une classe 2A, mais l'utilisation des héparines est une classe 2B. Donc on est plutôt en faveur en fait, des AVK pendant toute la grossesse chez ces patientes. Juste interrompre, oui. Il y a beaucoup de femmes qui sont sous Préviscan. Oui, tout à fait. Alors, le Préviscan... Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, tout dépend. Si elles sont parfaitement équilibrées sous Préviscan, on n'a pas particulièrement de raison de les modifier. Toute la difficulté est que dans les recommandations ESC, le Préviscan n'apparaît pas puisque c'est une exception française, le Préviscan. Et donc, si on veut pouvoir stratifier les patientes selon leur dose d'AVK, il n'y a pas de seuil qui a été étudié avec le Préviscan. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'anticoagulation en elle-même, si avec une dose habituelle de Préviscan, elle est très bien d'anticoaguler, c'est vrai que c'est difficile de se dire qu'on va effectuer un changement d'AVK, mais en même temps, le niveau de preuve est inexistant avec le Préviscan. Donc, c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à se dire qu'on n'est pas sous coumadine quand même, pour au moins savoir comment stratifier le risque d'embryopathie. Le risque du fœtus sous AVK, c'est-à-dire en d'autres termes, le passage de la barrière placentaire, et comment gérer ça pour la délivrance, pour le travail? Est-ce qu'il y a des délais à respecter? Est-ce qu'il y a un risque hémorragique, en particulier cérébral, chez le fœtus? Tu peux nous éclaircir là-dessus? Oui, bien sûr. Donc, alors, le risque pour les fœtus au moment de l'accouchement, donc, il faut savoir que de toute façon, chez une patiente qui a des AVK, l'accouchement par voie basse est contre-indiqué en raison, en effet, du risque d'hémorragie cérébrale du fœtus. Il faut aussi savoir que l'anticoagulation par AVK, elle dure extrêmement longtemps chez le fœtus, plus de 2 semaines après l'arrêt des AVK chez la mère. Ce qui fait que, d'une manière générale, c'est la raison pour laquelle on dit qu'on relaie les AVK à la 36e semaine par une héparine. Parce que, comme ça, même si on doit programmer un accouchement par césarienne à 38 ou 39 semaines ou qu'on envisage un accouchement par voie basse naturelle à terme, on aura eu le temps d'éviter, on aura eu les 2 semaines en tout cas, durant lesquelles exactement les AVK auront disparu du système. Tout ça, on comprend bien, c'est vraiment extrêmement important. Il faut hospitaliser les patientes quand on change tout ça. Il faut les éduquer et puis il faut référer les malades à des centres maintenant spécialisés pour les grossesses à risque. Et, bon, là, on a vu les rhumatismaux. C'est des patients qu'on voit, que vous voyez beaucoup à Bichat, mais qui sont quand même en voie de, tu es d'accord, un petit peu en voie de régression quand même en termes de fréquence. Mais dans nos pays occidentaux. Dans les pays, ah oui, bien sûr, je parle des pays occidentaux. Donc, en effet, nous on en voit beaucoup moins. On a un biais à l'hôpital Bichat, vu qu'on a en effet énormément de valvulopathie rhumatismale. Donc on a en effet beaucoup de patientes jeunes qui sont atteintes. Par contre, moi j'aimerais insister sur le fait qu'il y a des patientes qui avaient des cardiopathies congénitales souvent extrêmement graves, qui ont été réparées et qui arrivent à l'âge adulte avec un désir bien légitime d'avoir une grossesse. Donc là aussi, toute cette prise en charge des anciens congénitaux qui sont réparés mérite vraiment une étude extrêmement sérieuse. Bien sûr, il faut les voir en échographie, il faut évaluer le risque et effectivement les conseiller au mieux pour ça. Et en contrepartie, il y a des femmes qui veulent avoir des grossesses tardives. Donc on a un cumul de facteurs de risque qui peuvent s'associer si elles ont été tabagiques, etc. Donc on se retrouve chez des femmes qui sont, je dirais, plus à risque qu'avant, qui n'avaient pas la chance d'arriver à l'âge adulte quand ils avaient des cardiopathies congénitales et qui faisaient des bébés plus tôt. D'où l'intérêt de stratifier le risque maternel en utilisant justement, encore une fois, la classification. Alors, je voudrais juste préciser que dans les recommandations, c'est toujours du niveau d'évidence C, parce qu'on ne peut naturellement pas faire des études comparatives dans ce domaine, ça paraît évident, et que la vie de la mère est privilégiée par rapport à la vie du fœtus, dans tout ce qui est en termes de recommandations. Oui, c'est quelque chose qu'on voit en effet de manière très prégnante dans ces recommandations, notamment, on parlait de l'anticoagulation, on favorise justement l'absence, ou la diminution, pas l'absence, la diminution du risque thromboembolique chez les porteuses de prothèses.
au détriment d'une augmentation du risque d'embryopathie potentielle, notamment avec les AVK. C'est des situations qui peuvent amener, dans certains cas, on a des patientes qui nous disent très clairement que si risque il doit y avoir, elles préfèrent que ce soit pour elles que pour l'enfant. Et dans ces cas-là, on respecte bien sûr. On respecte bien sûr le choix de la mère après de nombreuses explications. D'accord. Alors, la patiente est prête pour l'accouchement. Est-ce qu'on peut lui faire une péridurale? Alors, chez une patiente qui a une valve mécanique, qui plus est en position mitrale, la péridurale est formellement en fait contre-indiquée en raison du temps d'arrêt des anticoagulants qui va être nécessaire. En effet, il faut arrêter l'héparine la veille de l'anesthésie péridurale. Et donc ensuite, l'accouchement va prendre le temps de l'accouchement. Et donc, ça expose la patiente à un risque de thrombose qui est beaucoup trop important. Donc non, la péridurale est contre-indiquée chez ces patientes. Alors, après ces problèmes majeurs d'anticoagulation, on a continué notre séance hier avec toi, avec la CMH, hein, qui est une pathologie qui est loin d'être rare. Et là également, les problèmes de prise en charge sont importants. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, tout à fait. Alors, c'est une pathologie qui est loin d'être rare. Cependant, on a à disposition uniquement des études extrêmement récentes sur la CMH chez la femme enceinte. Le registre européen sur cardiopathie et grossesse recensait uniquement 60 patientes qui avaient une CMH, 25 qui avaient une CMH obstructive, avec donc un gradient qui était à plus de 30. Et le risque d'événement dans cette série n'était pas négligeable, hein. Il était de 23%, mais c'était évidemment un critère composite d'événements cardiovasculaires majeurs qui comportait le décès maternel. Il n'y en a eu aucun. Des pathologies thromboemboliques, il n'y en a pas eu non plus. Et en fait, ce qu'il y a eu, c'est des insuffisances cardiaques, évidemment des arythmies ventriculaires et un petit peu de fibrillation atriale également. Donc, c'est des pathologies qui, en général, se passent quand même pas mal. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous préciser le traitement qu'il faut donner, le type de bêta-bloquant qu'il faut donner chez ces femmes, pour des raisons que tu vas nous expliquer? Alors, le type de bêta-bloquant, il est précisé là dans les recommandations qu'il vaut mieux utiliser des bêta-bloquants bêta-1 sélectifs, notamment et principalement le métoprolol et le bisoprolol, qui ont l'avantage en fait de peu interférer avec la contraction utérine et donc de limiter par rapport aux autres bêta-bloquants le risque de retard de croissance intra-utérin et d'accouchement prématuré surtout. Il y a d'autres bêta-bloquants bêta-1 sélectifs, par exemple l'aténolol, qui n'est pas à conseiller malgré tout pour des raisons en fait peu claires, mais qui entraînent plus de retard de croissance intra-utérin. C'est ça, il y a des retards de croissance intra-utérine. D'accord. Donc une femme qui se présente, je prends un exemple, qui a une CMH contrôlée, bien bêta-bloquée, sans gradient au repos, tu ne contre-indiques pas la grossesse, on est bien d'accord? Non, je ne contre-indique absolument pas. Et tu la suis. Est-ce que tu lui fais faire une épreuve d'effort avant? Elle vient te voir, elle dit « je voudrais avoir un bébé ». Est-ce que tu lui fais un écho d'effort ou un test spécifique pour essayer de juger du risque qu'elle pourrait avoir dans cet effort quand même extrême qu'est la grossesse et l'accouchement? Alors, c'est quelque chose qui peut se discuter, en effet, qui n'est pas clairement recommandé. Mais c'est vrai que chez une patiente asymptomatique bien bêta-bloquée, on va vouloir potentiellement essayer de stratifier un peu mieux le risque en la soumettant à un effort. La difficulté étant que les modifications physiologiques de la grossesse avec l'augmentation du débit cardiaque, etc., peuvent difficilement être produites par un test d'effort classique. C'est l'une des limites. Mais cela dit, même si ça n'est pas clairement recommandé, je pense que ça peut être utile. D'accord. Bah, écoute Claire, merci beaucoup, c'était passionnant.